Retour au débat de France 24. La justice enquête sur des soupçons d'emploi fictif attribués à ses proches, son épouse et deux de ses enfants. Mais lui est droit dans ses bottes. Il entend bien rester candidat, même s'il a concédé aujourd'hui des excuses lors d'une conférence de presse. C'est François Fillon, candidat des Républicains pour la présidentielle française d'avril prochain. Et nous, on en parle avec nos invités ici même en plateau. Henri Loret, journaliste politique indépendant. Sylvain Kahn, historien et géographe, professeur à Sciences Po Paris. Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de sondage Pollingvox, et Roselyne Febvre, spécialiste politique de France 24. Sylvain Kahn, on parlait juste avant la coupure, donc de la réaction aujourd'hui de François Fillon et surtout la réaction qui va être celle attendue des députés, en attendant celle des Français, puisque jusqu'à présent, même si les 2/3 des Français se défient de lui, eh bien, le cœur de son électorat, les sympathisants, les Républicains, eux, aux 2/3, le soutiennent. Jérôme Sainte-Marie nous dit qu'il faut regarder ce sondage à l'envers et voir les 33% aujourd'hui qui n'y croient plus. Quelle est votre réaction à ça ? Moi, ma réaction, alors évidemment, Jérôme Sainte-Marie est beaucoup plus spécialiste des sondages que je ne le suis moi, mais j'aurais tendance plutôt à regarder le verre à moitié plein, surtout que il me semble que on a atteint, dans l'opinion française, un léger trop-plein par rapport à cette espèce de Fillon bashing. Et moi, j'ai été, assez sensible à la manière dont effectivement a été exploité ce petit morceau d'interview de 2007 qui avait été donné en anglais par Madame Fillon au Sunday Telegraph. Oui. Parce que effectivement, on peut raconter ce qu'on veut. C'est vrai que c'est quand même une phrase qui est un peu sortie de son contexte. Oui, mais enfin, c'est quand même ravageur, quoi. Parce qu'elle dit exactement le contraire de ce que dit François Fillon depuis 15 jours. C'est ravageur, mais il faut quand même voir que la question ne portait pas... La question, c'était pas « Avez-vous été ou êtes-vous l'assistante parlementaire de votre mari ?» Le statut d'assistant parlementaire est assez mal déterminé. Voilà, c'est ça. Il est assez mal déterminé. Mais il me semble qu'il y a un point qui, évidemment, n'a pas été évoqué dans la conférence de presse de M. Fillon tout à l'heure et qui, me semble-t-il, est très important dans cette espèce de prise en otage de son propre camp qui a été évoqué tout à l'heure par Roselyne Febvre et Jérôme Sainte-Marie, c'est le financement. Moi, j'ai découvert avec stupeur, je suppose, comme tout un tas de Français, que le fruit financier de la primaire et l'argent qui va servir à la campagne présidentielle n'est pas dans la caisse du Parti Les Républicains, d'un micro-parti, mais dans la caisse d'un micro-parti dont, finalement, d'une manière ou d'une autre, seul François Fillon a la signature pour faire l'échec. Alors là, effectivement... s'inquiéter. Oui, non, mais d'abord, on comprend mieux pourquoi François Fillon a mis en place cette structure, quand on voit le rapport qu'il a à l'argent depuis 30 ans. Et deuxièmement, effectivement, on se demande bien comment les Républicains feraient si jamais ils passaient à un plan B et qu'ils changeaient de candidat, puisque l'argent de la présidentielle est entre les mains de François Fillon. Maintenant. Alors, il y a le problème de l'argent, et puis à propos de chèques, il a quand même admis aujourd'hui avoir perçu entre 2005 et 2007 des chèques d'un système de commission occulte, alors qu'on connaissait, mis en place et partagé par des sénateurs UMP. Il y a déjà d'ailleurs une enquête qui est en cours. Lui, il parle d'une pratique d'un autre temps, autrefois acceptée, devenue inacceptable. Henri Loret, ça suffit pour mettre fin aux dommages, ça ? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Maintenant, vous savez, je pense que ce que vous disiez, Sylvain, ça me paraît aussi tout à fait évident, parce que il semble que l'opinion aujourd'hui soit un petit peu lassée de tout cela. Et est-ce que, sauf événement judiciaire par exemple, bien entendu, mais est-ce que aujourd'hui il a la capacité, d'une part, à enrayer tout ce discrédit et d'essayer de repartir sur une base aux alentours des 18-20%, je ne sais pas, ça, Jérôme Sainte-Marie c'est mieux que nous, et se dire, je peux faire le match. Parce que la vérité, c'est ce qu'il va pouvoir faire le match. Si on apprenait dans les 3, 4, 5 jours qui viennent qu'il continuait à baisser, moi je crois qu'il y aura un problème, alors là, politique majeur à nouveau. Et je vous assure que le pseudo-consensus, le bloc dont on parlait tout à l'heure, dans l'état-major, dans les soutiens de Fillon, je ne suis pas certain qu'il soit aussi solide qu'il n'apparaisse ce soir. On va voir les sondages, Henri Loret, mais il a raison de ne pas rembourser. Rembourser, ce serait admettre une erreur, un délit ? Écoutez, il y a eu débat là-dessus, vous le savez. Ça, je peux vous en parler en connaissance de cause. Il y a eu débat. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui lui ont dit il faut renverser la table, il faut faire quelque chose de très très fort vers l'opinion publique. Vers l'opinion publique. Oui, c'était admettre une faute, c'était admettre une culpabilité. Mais c'est une forme d'aveu. L'idée, ce n'était pas de rembourser en l'état. L'idée, c'est de dire, par principe, je pense que c'était une erreur personnellement, bien entendu. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur cette question. Mais il y a eu des gens pour lui dire, il faut faire quelque chose. Alors, est-ce que c'était certains de ses amis qui le poussaient à la faute ? Je n'en sais rien. On peut aussi le supposer. Pourquoi pas ? Mais
rembourser quoi, comment, etc. Pour moi, ça ne tient pas debout. Il n'empêche que c'était quelque chose qui était adressé typiquement à l'opinion publique, pas à ses soutiens, pas au parti. Or, vous l'avez dit tous tout à l'heure, aujourd'hui, ce qu'il a joué, c'est clairement la mainmise sur le parti, encadrer le parti. Pour combien de temps? C'est toute la question pour moi. Est-ce que ça va durer 3, 4, 5 jours ou 10 jours, comme vous le disiez, Sylvain? Ou est-ce que ça va s'arrêter beaucoup plus vite? Je pense. Oui. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, il a dit, ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui. Il va même plus loin. Il dit qu'il veut réformer sans rentrer dans le détail. Est-ce que c'est pas Manuel Valls avec son 49.3? Alors, c'est un peu ça. Mais toute proportion gardée. Il dit, alors il nous fait une explication après sur le cumul, le non, il reviendra pas sur le non-cumul des mandats. Ok, mais alors s'il veut réformer tout ça, puisque dans le fond ce qu'il est en train de nous dire, François Fillon, c'est que tout le monde a mis la main dans le pot de confiture et qu'ils sont tous logés à la même enseigne. D'ailleurs, quand on a demandé aux parlementaires de se réformer, de voter des lois, ce qui n'est pas illégal, ils l'ont jamais fait. Non, mais c'est un peu gonflé de dire ça. Non, mais d'accord, mais à ce moment-là, de dire j'ai fait comme tout le monde. Oui, mais c'est quand même. Mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et c'est ce qu'on appelle cette espèce de bourgeoisie d'État où, dans le fond, c'est un système qui existe depuis des décennies et que dès qu'on demande effectivement aux parlementaires de changer les lois, etc., ça ne marche jamais. Donc, on aurait peut-être attendu de lui, alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, une proposition. Jérôme Sainte-Marie. Oui, je rejoins un autre problème pour François Fillon, si vous voulez bien. On serait dans une situation classique, avec un rapport, une élection qui se passe entre la gauche et la droite. La situation ne serait pas dramatique. Il s'est imposé, il met son camp devant un choix clair. Ça sera soit la victoire possible avec moi, soit la défaite assurée si vous me présentez quelqu'un contre moi, parce que de toute façon, j'irai jusqu'au bout. Mais la situation est très différente. Et là, il est tombé à 18, 19%, 20% dans les sondages, c'est très bas. Mais on peut penser que, bon, au bout de 10 jours comme ça, c'est assez normal et qui peut remonter. On va voir d'ailleurs un dernier sondage, pendant que vous parlez, allez-y, mais pendant que vous parlez, on va voir un dernier sondage qu'il met, je crois, à 20, c'est pas le plus mauvais pour lui, avec 26 pour Marine Le Pen et 23 pour Emmanuel Macron. Il y a un autre problème plus profond, c'est que les gens qui s'apprêtent à voter pour François Fillon, les gens qui s'apprêtent à financer sa campagne, les gens qui le soutiennent de toutes les manières possibles et imaginables, ces gens-là le font aussi parce qu'il l'a pris devant l'opinion en général et devant des clubs, notamment patronaux en particulier, des engagements de mettre à bas le système social français tel qu'il fonctionne depuis 1945, de son propre vœu, et de faire une réforme, une radicalité inouïe, peut-être nécessaire, j'en sais rien, mais en tout cas comme on n'a jamais vu. Donc de remporter, y compris par la force, etc., le troisième tour social. De ne pas faire finalement ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, qui avait beaucoup promis une rupture, qui n'avait pas pu la faire. Là, il y a des milieux sociaux, il y a des gens, y compris parmi ses électeurs, qui attendent ça. Ils se demandent aujourd'hui si, même s'il venait à être élu président de la République, avec un tel dossier devant l'opinion, est-ce qu'il pourrait réellement remporter ce troisième tour social? Et donc, dans ce cas-là, et c'est tout son problème, c'est qu'il y a une solution alternative pour faire ce genre de réforme ultralibérale. C'est bien sûr Emmanuel Macron. Bien sûr. Sylvain Kahn, justement, il avait promis sur la sécurité sociale, ça lui a été beaucoup reproché par certains députés, lui il les avait qualifiés de pleureuses, je crois. Sur le non-cumul des mandats, il avait tenu bon face à ces mêmes parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui... 500 000 fonctionnaires supprimés aussi. Si je vous pose la question sur les parlementaires, c'est parce qu'aujourd'hui ça prend tout son sens. Demain, il doit rencontrer des députés. Le rapport de force est totalement inversé depuis. Ce ne sont plus les députés qui lui devront peut-être demain leur réélection, mais lui, d'une certaine manière, qui est dans la main des députés, est-ce qu'il peut continuer à imposer finalement son programme coûte que coûte, mais je sais pas à sa propre majorité. Je ne sais pas s'il est vraiment dans la main des députés aujourd'hui, parce que pour toutes les raisons qui ont été rappelées jusqu'à présent, le rapport de force, on va dire, il en tient quand même un bon morceau dans ses mains lui-même. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison de sous-entendre qu'un grand nombre de députés... Ceux qui ne veulent pas du cumul vont lui dire... Persuadés d'être réélu dans la foulée d'une élection présidentielle gagnée par François Fillon, aujourd'hui, voit bien qu'ils ne peuvent plus avoir aucune certitude à ce sujet. Mais pour autant, c'est vrai que dans les remontées qu'il y a, c'est aussi que si jamais il devait y avoir un autre candidat de droite, ça vient d'être dit, François Fillon, pour l'instant, ne se retirerait pas. Et 2, ça risquerait de mettre le parti à feu à sang. Donc je me demande si en ce moment, les députés ne sont pas en train de se dire « Ok, maintenant, il est probable que nous perdions l'élection présidentielle ou que nous ne la gagnions pas, mais à tout prendre, mieux vaut que le parti reste uni
dans la défaite, ça permettrait de limiter les dégâts au moment de la législative, plutôt que de se désunir avec un plan B qui risque de tous nous faire exploser. Revenir par la fenêtre pour les législatives, quoi. Si on est sorti par la porte à la présidentielle. Bah oui, car on limite les dégâts. Surtout qu'en plus, si Macron gagne, ce qui est un scénario, mais ça peut aussi être Le Pen, mais disons imaginons que ça soit Le Pen, soit Macron qui gagne. Reconfiguration derrière. C'est-à-dire qu'au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, c'est pas évident que ni Macron ni Le Pen n'arrivent à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, et l'UMP, les Républicains, peut conserver une très forte minorité, même en cas de défaite de Fillon. Un dernier mot peut-être, et après on en viendra évidemment aux alternatives éventuelles et puis aux autres candidats, mais sur la ligne de défense de François Fillon, Jérôme Sainte-Marie, il parle de complot. Alors d'abord, sur le plan de la justice, ses avocats mettent en doute la capacité du parquet national financier à être compétent en la matière. C'est un peu ça sa ligne de défense au plan judiciaire. Et puis, plus généralement, on l'a senti quand même assez agressif vis-à-vis de la presse. Enfin, il a eu ces mots sur, en gros, alors notamment précisément sur Mediapart, dont il a rappelé le contrôle fiscal, mais plus généralement sur la presse. Aujourd'hui, c'est payant, il n'est pas le seul candidat, on a vu Mélenchon, on a vu Le Pen, c'est payant aux yeux de l'opinion de prendre la presse de front. Soyons un peu empathiques par rapport à un électeur de droite qui s'apprêtait à voter pour François Fillon. Il avait la victoire comme ça à portée de la main dans quelques semaines, et là tout d'un coup patatras. Donc lui, ce qu'il veut simplement, ce qu'il demande en réalité depuis 10 jours à François Fillon, c'est donne-nous des éléments pour qu'on continue à y croire. Donne-nous des arguments. Là, il leur offre un argument, encore une fois, d'une facture très classique, mais clé en main. C'est la faute de la gauche et c'est la faute des médias qui, comme on le voit quand on regarde les déclarations des gens qui assistent au meeting de François Fillon et qui disent, de toute façon, la gauche, la presse est dans les mains de la gauche, tout ça c'est un complot parisien, c'est la théorie du complot en réalité. Et donc c'est un complot parisien, c'est ce qu'il faut. D'un point de vue politique, d'un point de vue pragmatique, il faut bien sûr qu'il redonne un peu du corps au ventre, en quelque sorte, à ces électeurs qui sont confrontés, on se moque d'eux un petit peu, tout cela. Donc eux, ils ont besoin, si vous voulez, d'argumenter à la table familiale ou au café. Eh bien là, ils ont trouvé, on leur donne quelque chose de très facile, qui en plus ne nécessite pas d'être prouvé, parce que ce genre de choses ne sont jamais prouvées de toute façon. Il va falloir quand même reparler du programme. Parce que, imaginons qu'effectivement, ceci se calme, et que dans les 3-4 jours qui viennent, il peut reprendre sa campagne comme il le souhaite, etc. Il va falloir reparler du contenu de la campagne. Et là, on va voir à nouveau beaucoup de violence. Jusqu'à présent, qu'est-ce que disent les opposants? Qu'est-ce que disent les autres candidats? Que, ma foi, qu'il est empêtré dans des histoires, etc., etc. Mais on ne parle pas véritablement du fond de la campagne de Fillon. Vous pensez qu'ils vont arrêter d'ailleurs les autres candidats de le harceler sur ces questions-là? Mais ça dépendra de ce qui se passera. Ouais. S'il n'y a pas véritablement de nouveau, il y a, une fois de plus, je pense qu'il y a une certaine fatigue de l'opinion. Il faut faire attention. Mais s'il passe cette épreuve-là, qui est quand même la plus dure, j'imagine, de sa vie, il en sort renforcé. Et donc, il pourra imposer, s'il sort de tout cela sans cicatrice, sans y laisser des plumes. Ça remonte dans les sondages, en gros. Il sera le roi du pétrole. Le juge de paix, ça va être quoi? Les sondages, à ce moment-là? Les sondages, non, parce que les sondages, franchement, on s'est tous plantés sur les sondages. Donc les sondages, on va... oui, mais alors comment on jugera de la capacité de Fillon à en sortir? Comment on pourra dire à ce moment-là, il est sorti de cette affaire? Le juge de paix, quand la presse arrêtera d'en parler, ça va être l'élection. Mais jusque-là. Mais attendez, il y a quand même une dynamique dans les campagnes, par définition. Il faut laisser faire les choses. Une campagne, c'est une dynamique. Celui qui va gagner, c'est quand même celui qui va faire la météo de la campagne, grosso modo. Ça, on le voit. Celui qui fera parler autour de ces mesures. Qui va s'effondrer en face, Exactement. Voilà. Est-ce que Macron les sondages ne comptent pas, mais les sondages comptent quand même. Je veux dire, il y a ce qu'on reçoit. La dynamique. Absolument, il y a une dynamique. Est-ce que cette dynamique, il va la réenclencher, ou est-ce qu'il va rester dans une espèce de situation entre deux mers et est-ce que... Voilà, c'est toute la question. Entre deux mers, c'est quoi? En quel minute? Entre 15 et 20%? Je pense que, effectivement... Ah non, en 15%, je pense que... Non, entre 15 et 20. En gros, 17-18. Il faut... Là, je trouve que des gens... Jérôme, tout à l'heure, entre 18 et 20, il a un socle. Il a un socle avec toute la question... C'était ce que faisait Chirac à chaque élection présidentielle au premier tour. Oui, mais attendez, dans une autre configuration... Sauf qu'il était seul, ils étaient deux candidats à l'époque. Le score, en valeur absolue, n'a aucune importance. C'est la place. Pour l'instant, il se retrouve en 3e
position derrière Oui, Macron. on sait très bien c'est ça le que ça va message. se jouer, vous le savez Mais mieux on a que beau quiconque, savoir... à 3 semaines, voire un mois de l'élection. On a beau prendre mais est-ce que les sondages avec électeurs... des pincettes, on a raison, mais cependant, on sait très bien que c'est quand même la seule chose que l'on a pour mesurer la place possible. J'entends bien, mais regardez qu'à quel point on s'est quand même tous trompés. Qui a vu venir Hamon, qui a vu venir même Fillon. Alors, pour sortir... Et je ne parle pas du reste. Alors, juste une question complémentaire. Roselyne dit que ça se jouera 3 semaines avant l'élection. Est-ce que aujourd'hui, les élus LR sont prêts à lui donner ce temps, sachant que c'est le 17 mars qu'il faut avoir un candidat présenté pour déposer les signatures? Là, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Je crois que la messe est dite, là. Par contre, ce qu'on risque de voir, et ça, ça a toujours été sous-estimé par les sondages, c'est que là, à mon avis, on est parti pour avoir une Marine Le Pen à 30 ou 35%. Ça va être non, ça a parfois été surestimé par les sondages Marine Le Pen. Puis, Marine Le Pen à 30 ou 35. Oui, c'est-à-dire que là, moi j'ai été très frappé pendant ce week-end c'est même plus des appels du pied, c'est-à-dire de manière très très explicite. Vous avez Marion Maréchal Le Pen, vous avez, j'ai plusieurs cadres haut placés au sein de l'organigramme du Front National qui s'adressent directement à l'électorat, les Républicains, en disant on compatit, vous n'avez vraiment pas de chance. Vous aviez trouvé un chevalier blanc. Malheureusement, ce chevalier blanc est aussi pourri que les autres. Ça fait des années qu'on vous le dit. Comme nos valeurs sont assez proches, venez vers nous. Et déjà qu'à mon avis, l'électorat, déjà le Front National était un peu renforcé par le fait que François Fillon voulait supprimer 500 000 fonctionnaires. Il faut voir que dans les catégories C et D de la fonction publique, le Front National est déjà le parti le plus élevé depuis 5 ou 6 ans. Donc moi, je pense qu'on va avoir une Marine Le Pen, si elle ne fait pas d'erreur dans sa campagne, pour l'instant, elle joue sur du velours. Elle va monter à 30-35%. Ce qui se passe à droite est quand même catastrophique pour le pays, au-delà du cas de François Fillon. Un mot peut-être d'Alain Juppé. On va voir son tweet aujourd'hui où en gros il dit non, c'est non. Parce que pendant le week-end, il y avait eu effectivement, je crois que c'est LCI qui a évoqué l'hypothèse d'un Alain Juppé qui se faisait un peu désirer, mais si la question était bien posée, et notamment par François Fillon lui-même, il était prêt éventuellement à consentir à remplacer donc François Fillon comme candidat LR. C'est visiblement plus le cas aujourd'hui. C'est un non définitif. C'est une manière de fermer définitivement la porte, Roselyne. En politique, rien n'est définitif. Alors, c'est vrai que Alain Juppé, il est arrivé deuxième. Bon, ça devait être le favori et patatras. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a, et puis on connaît un peu la nature d'Alain Juppé. C'est pas l'homme qui mord dans la chair politique. Voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Il s'est fait une raison. Alors peut-être qu'il a envie qu'on le prie. Est-ce qu'au dernier moment, il donnerait le corps de son corps à la science et dire je suis le. Pas la nation en l'occurrence. Oui, la nation, mais c'est une expression. Mais je serai le Deus ex machina. Suppliez-moi. Vous savez, comme dans les tragédies grecques où le diable sortait de la boîte et disait je suis là pour arranger les affaires de tout le monde. On n'en est pas là et il l'a compris, Alain Juppé. Et là-dessus, il est propre politiquement, je trouve, et moralement. Je trouve qu'il a une bonne attitude. Il ne le hurle pas avec les loups. Il attend. Il se dit que s'il sera sans doute un recours si jamais le navire prenait en réserve de la République. Oui, ce qui est possible, parce que je voudrais quand même qu'on recadre un tout petit peu les choses. C'est-à-dire que là, on est quand même, me semble-t-il, en tout cas pour mon propre propos, on est sous l'effet d'une conférence de presse réussie. Oui. Mais ça, c'est votre avis. Unanime autour de la table. Il a atteint son but. La réaction, d'un point de vue tactique, la réaction de François Fillon a été à la hauteur de ce que l'on attendait. Enfin, pour lui, pas pour nous. Enfin bref, pour lui. Mais on est simplement surpris du fait qu'avec un temps de retard qui fait que ça sera moins efficace. Il demeure que si les événements dans les prochains jours montrent qu'il ne peut pas remplir ses 2 fonctions en tant que candidat, se qualifier pour le second tour et remporter l'élection présidentielle, premier point, et d'autre part, faire les réformes qu'un certain nombre de gens attendent de lui. Et ça peut très bien se produire. Si on a de nouveau, dans le canard enchaîné, cette semaine, des éléments, parce qu'il faut voir que cette affaire, c'est une affaire, c'est gigogne. Il y a c'est le plein feuilleton. d'affaires C'est le feuilleton. Si les gens se disent, il n'en sortira pas, si les gens se disent, il ne pourra pas faire campagne, parce que sans cesse, dès qu'il parlera de réduire la dépense publique, il y aura des gens qui se mettront à hurler dans la salle, et toi, etc. Et si enfin on se dit, il est en train de monter une espèce de force sociale qui, même s'il est élu, bloquera les réformes qu'il juge nécessaires, eh bien, à ce moment-là, des pressions extrêmement fortes. Oui, j'oublie un dernier point. Même si les sondages sont très, très artificiels aujourd'hui, si des sondages commencent à le mettre en dessous de 18%, non plus à 2-3 points de Macron, encore plus bas, si ça se passe dans les prochains jours, il peut y avoir des pressions extraordinaires qui le poussent à se retirer encore. La partie n'est pas encore totalement jouée. En tout cas, le parquet national financier répond à François Fillon. L'enquête se déroule avec la célérité et la sérénité appropriées. Réponse à François Fillon qui estimait que, par la voix de ses avocats, le parquet national financier n'était sans doute pas compétent. Henri Laurey, ça nous annonce donc peut-être...
Des jours encore difficiles pour François Fillon. Des jours, à mon avis, turbulents. Oui. Parce que d'abord, il y a tout ce qu'on ne sait pas, qui peut effectivement être publié ici et là. Deuxièmement, il y a le parquet lui-même. Je ne sais pas ce que la justice va faire. A priori, vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, il ne risque pas grand-chose parce que le temps judiciaire est... On est dans l'enquête préliminaire, mais l'ouverture d'une instruction, par exemple, pourrait changer la donne. Mais on n'en sait rien. Et troisièmement, moi, j'insiste beaucoup, je pense que la réaction, la perception de l'opinion publique me paraît absolument déterminante dans cette affaire. Et ça, on va se fier une fois de plus, parce que c'est le seul instrument dont on dispose, aux sondages et évidemment leur évolution. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Henri Loret, Sylvain Kahn, Jérôme Sainte-Marie et Roselyne Febvre. Vous restez avec nous parce qu'on voit tout de suite cette actualité, cette fois vue du net, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony, un œil sur les médias, c'est donc l'actualité vue du net avec, bien entendu, l'explication de François Fillon, cette conférence de presse. Il aura mis 12 jours à donner sa version des faits. Il s'excuse, mais pas question d'abandonner. Exactement, il a réaffirmé qu'il n'avait pas enfreint la loi, direction donc la présidentielle de 2017. Alors pour certains internautes, cette conférence de presse était justement l'occasion pour lui de sécuriser sa candidature. Et cet internaute qui précise, même Fenech est désormais derrière. Le député Georges Fenech qui, rappelons-le, il y a quelques jours, appelait justement François Fillon à se retirer de la course. Une droite désormais unie et rassemblée donc derrière un seul homme. C'est ce que rappelle d'ailleurs cet internaute, une droite responsable des conséquences du maintien de François Fillon. Une droite dans le même bateau, mais un bateau qui, selon ce tweeto, pourrait bien couler. C'est en tout cas son sentiment après cette conférence de presse. Alors, on a bien sûr réagi au sein des Républicains. Bernard Accoyer, le secrétaire général, évoque, lui, un moment fort de vérité. De son côté, le député sarkozyste Éric Ciotti parle d'un discours de vérité, un discours de vérité, voilà, un candidat convaincant. Le maire LR de Tourcoing, Gérald Darmanin, lui, estime que François Fillon a été courageux. Et puis un de ses fidèles soutiens, Gérard Longuet, qui a noté un sang-froid et sa lucidité. Alors une conférence qui a bien évidemment aussi été suivie à gauche. Et ce tweet laconique de Jean-Luc Mélenchon, la droite méritait mieux, la France aussi. Benoît Hamon, de son côté, estime que François Fillon persiste dans le déni. C'est la stratégie la plus mauvaise. Alors certains internautes qui n'ont pas été convaincus par François Fillon ont préféré, eux, s'en amuser en publiant par exemple certaines photos. Attention François, je t'avais dit de ne pas battre mon record de casserole. Tu vas me faire passer pour qui après avec cette photo entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Cet autre internaute qui dit « Je suis honnête » et ce rire de Manuel Valls, de Nicolas Sarkozy ou encore de François Hollande. Pour certains tweetos, c'est même, pardonnez l'expression, du réchauffé et qui compare notamment l'affaire Fillon à l'affaire Cahuzac, d'autant qu'au sein de cette conférence de presse, François Fillon aurait menti, puisqu'il affirme que la journaliste qui a interviewé en 2007 Pénélope Fillon s'est dit choquée. Elle a contacté Pénélope Fillon, une version alors évoquée par nos confrères de Libération, puis par Élise Lucet, et puis surtout confirmée par la principale intéressée sur Twitter. Non, monsieur Fillon, je n'ai pas été choqué. Les propos ne sont pas sortis de leur contexte. Et de rajouter, le film, l'interview sont dans le domaine public. Les faits, s'il vous plaît. Des médias aussi qui ont été la source de nombreuses cibles de François Fillon, repérées par plusieurs journalistes, notamment une stratégie bien payante en ce moment, malheureusement, nous dit cette journaliste, repris aussi par Yvan Rioufol, journaliste du Figaro, qui lui estime que Fillon suit la stratégie qui a fait gagner Trump. Et c'est d'ailleurs une comparaison reprise par de nombreux internautes, notamment celui-ci qui a fait ce petit morphing assez réussi en parlant de fake news. Ça ressemble à quelqu'un, ça me fait penser. Salut. Aux États-Unis, c'était hier la finale du Super Bowl, le championnat de football américain, un événement sportif majeur qui a pris pour l'occasion une tournure politique. Anthony. Oui, parce que de nombreux spots publicitaires ont un petit peu bousculé les us et coutumes, et notamment le spot d'Airbnb, la plateforme de réservation d'hébergement en ligne, une sorte de pied de nez au décret anti-immigration qui est signé par Donald Trump et suspendu par la justice fédérale. On regarde à quoi ça ressemble.
Un message de tolérance sans ambiguïté sous le hashtag Nous acceptons. Et cette devise, la tolérance commence avec chacun d'entre nous. Et au cas où ça n'aurait pas été suffisant, l'un des PDG de Airbnb, Brian Chesky, a tweeté ceci dans la foulée. Nous allons verser 4 millions de dollars sur 4 ans à l'ONG IRC qui aide les réfugiés dans le monde. Une démarche qui a été très suivie, très appréciée par les réseaux sociaux. C'est le cas d'Emron qui dit l'art de la pub efficace, ou même cet autre internaute qui, elle, salue l'initiative. Il y a eu aussi, c'est une démarche qui s'inscrit dans l'ère du temps et un petit peu surtout de la position d'Airbnb, puisqu'il y a quelques jours, ils annonçaient qu'ils allaient héberger gratuitement les différents ressortissants visés par le décret de Donald Trump. Chez qui? Chez des particuliers Ils n'ont pas précisé, mais en tout cas, ils voulaient le faire gratuitement. Des clips au sein du Super Bowl qui ont été aussi controversés, notamment le 84 Lumber, c'est un spécialiste de matériaux de construction, ou encore le voyagiste en ligne Expedia, qui eux aussi avaient en ligne de mire le décret immigration de Donald Trump, anti-immigration. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, c'est